Et tout de suite donner la parole à Sébastien Claes. Sébastien Claes, vous le connaissez, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Il travaille à l'Espace Éthique Île-de-France depuis 2015. Il y est notamment responsable du débat public dont il va nous parler ici. Il est formé en philosophie notamment. Et il est aussi professeur associé à Sorbonne Université dans un master, dans le master conseil éditorial. Voilà. Sébastien, je te laisse la parole sur un sujet que je n'ai pas précisé, qui est donc quelle éthique pour le débat public. Bon, bonjour à tous. Merci Paul Lou pour cette présentation et pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir ici sur un sujet qui nous concerne, qui est vraiment d'actualité cette année, puisque vous êtes au courant qu'il va y avoir une grande concertation nationale sur la fin de vie qui a été annoncée en septembre et puis qui va être mise en place très prochainement pour trouver sa conclusion en mars prochain. Ça rend d'autant plus actuel les réflexions que je vais essayer d'avoir aujourd'hui. Donc au niveau de l'historique, on a organisé les États généraux de la bioéthique en 2018. Peut-être que vous avez participé éventuellement. Et puis l'an dernier, on a fait du débat public avec les lycéens sur l'édition du génome. Donc vous pouvez voir le rapport ou les résultats de cette concertation dans cette publication qui est disponible à l'Espace Éthique Île-de-France. Alors, la question que je voudrais poser ici, c'est pourquoi demander du débat public aux espaces éthiques régionaux? Pourquoi finalement demander à des structures qui se chargent d'animer la réflexion éthique sur des territoires ou de développer la culture de la réflexion éthique, d'animer du débat public, étant donné qu'il y a des structures qui existent déjà pour faire ça? Le Conseil économique, social et environnemental, CESE, qui est d'ailleurs chargé aussi d'animer la réflexion sur la fin de vie, et d'autres institutions comme la Commission nationale du débat public, CNDP, qui se charge plutôt de faire du débat sur les infrastructures, sur les transports dans les territoires. À chaque fois qu'il y a une nouvelle infrastructure qui est mise en place, il y a des débats publics avec les personnes des différents territoires sur les questions qui se posent autour de cette nouvelle infrastructure. Donc finalement, il y a déjà des institutions qui se chargent de faire du débat public. On peut observer aussi qu'à chaque loi de bioéthique, donc il y en a eu une en 91, une en 2004, une en 2011. Et puis une en 2021, vous le savez, la dernière loi de bioéthique. Avant la loi de 2011, il y avait eu des états généraux de la bioéthique qui ont été organisés en 2009. Et à cette époque-là, le CCNE était engagé, donc le Comité consultatif national d'éthique, mais pas que le CCNE, il y avait aussi l'Agence de biomédecine, et d'autres institutions qui étaient engagées dans l'organisation de ce débat public sous la houlette du ministère de la Santé. Donc vous voyez que c'est uniquement à partir de la loi de 2011 que le CCNE est officiellement chargé d'organiser les états généraux de la bioéthique tous les 5 ans et de revoir la loi de bioéthique tous les 7 ans. Donc vous voyez que c'est une évolution relativement récente. Donc pourquoi est-ce que les instances chargées de la réflexion éthique doivent organiser du débat public? C'est donc notre question. Alors tout d'abord, on peut repartir peut-être de la question qui avait été posée par le CCNE lors des États généraux de la bioéthique de 2018, donc les États généraux de la bioéthique qui ont précédé la loi de 2021. La question qui a été posée, c'était dans quel monde voulons-nous vivre? Et cette question-là, évidemment, fait appel aux évolutions à la fois technologiques, les évolutions scientifiques et les évolutions sociales qui s'engagent sur le terrain de la recherche, sur le terrain des pratiques de soins, sur différents types de terrains. On l'a vu, la principale avancée, enfin l'une des principales avancées, la plus médiatique en tout cas, c'était sur la question de la PMA, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes en couple. Donc là, on le voit, il y a des différents sujets qui se mêlent, à la fois techniques, scientifiques, sociales, médicales. Alors,
On était la semaine dernière à Limoges pour le colloque national des espaces éthiques régionaux, et la question qui nous était posée, c'était finalement l'éthique entre résistance et résilience. Et je pense qu'on pourrait partir de là pour réfléchir ensemble à la place de l'éthique dans le débat public. Alors, à mon avis, l'éthique, enfin, en tout cas, dans le domaine du soin, ça peut avoir sa valeur. Dans le domaine du débat public, à mon sens, l'alternative entre résistance et résilience ressemble un peu à un piège, en tout cas pour nous, organisateurs de débats publics. Pourquoi ? Parce que d'une part, je vais déjà expliquer cette alternative. Finalement, cette alternative entre résistance et résilience, c'est l'alternative entre l'éthique comme une forme de fidélité à des valeurs, à des traditions, une forme de barrière morale infranchissable, de définition des limites. Et de l'autre côté, la résilience, c'est plutôt du côté de l'arrachement, de l'évolution, de l'accompagnement du changement. Donc vous voyez que, pour le tracer à grands traits, d'un côté, vous avez l'éthique comme garant de limites morales ou légales infranchissables, et de l'autre côté, l'éthique comme arrachement, c'est-à-dire l'argument de l'arrachement souvent pourrait ressembler à une forme de pente glissante. Voilà. Il y a cet argument très souvent de la pente glissante dans l'accompagnement, c'est-à-dire ah oui, on accepte ça, mais demain, du coup, on acceptera ceci et cela. Voilà. On va le voir beaucoup, je pense, avec les discussions autour de la fin de vie. On en a parlé, par exemple, avec la sédation profonde et continue. On accepte la sédation profonde et continue dans la loi de 2016, donc on acceptera le suicide assisté ou l'euthanasie, etc. Sachant qu'il s'agit de pratiques très différentes. Mais voilà, quel est le rôle de l'éthique entre fidélité et arrachement ? Alors pour moi, c'est cette alternative, cet axe résistant, qui va de la résistance à la résilience, dans le domaine de l'éthique, est porteur de définitions finalement communes de ce que c'est que l'éthique. Il y a des présupposés communs en réalité, donc ces deux notions, elles sont cousines. D'abord, il y a l'idée que l'éthique, ou la bioéthique, se confronte au nouveau, se déploie dans l'incertitude, dans l'inconnu, dans l'incertain. Voilà. Précisément, on ne sait pas. C'est un peu les nouvelles frontières de la réflexion. Voilà. On aborde des terrains un peu inconnus qui sont rendus possibles par l'évolution des techniques ou l'évolution de la médecine. Donc, si on veut, l'éthique dans ce sens-là n'est pas du côté de la morale. Il y a deux petites cases dans la bande dessinée Le chat du rabbin que j'aime bien. J'aurais pu vous l'afficher, mais j'ai un peu oublié de le faire. Une petite slide, enfin une petite case où le chat se demande pourquoi, dans la tradition juive, le chien est plutôt valorisé et le chat pas du tout. En tout cas, c'est ce que le rabbin vient de lui dire. Et le chat dit « Ah oui, mais le chien, lui, il est solaire, moral et merdique. » Et alors que le chat, lui, il est dans l'incertain, il est imprévisible et nocturne et profondément éthique. Justement, il y a ce mot-là dans cette petite bulle. Le chat dit « nocturne et profondément éthique ». Donc l'éthique, finalement, elle est du côté du nocturne. C'est un peu les nouveaux territoires, on ne sait pas trop où on met les pieds et on est dans la discussion et potentiellement la confrontation entre différents points de vue. Donc ça, il faut l'assumer pleinement, ce côté nocturne de l'éthique. Voilà. Ensuite, il y a la question des limites. Dans les deux cas, que ce soit dans la résistance ou la résilience, c'est la question de la limite et de la négociation des limites qui est posée. Donc cette question de la négociation, du dialogue, de la confrontation dans la définition de l'éthique. Le troisième point qui me semble important ici à souligner, c'est que l'éthique, dans cette définition-là, est une forme de prendre soin de la société, une forme de réaction à une disruption. Et là, on peut faire appel au philosophe Bernard Stiegler, qui a écrit un livre dans la disruption, Comment ne pas devenir fou. Et dans ce livre sur la disruption, il dit justement que la réflexion se joue aujourd'hui sur un désajustement entre les systèmes techniques qui avancent très vite
et qui vont beaucoup plus vite que le système politique, c'est-à-dire l'élaboration de la loi, les systèmes sociaux, c'est-à-dire l'élaboration des modes de vie, des ethos, des comportements, des manières de vivre, et même dans certains cas l'évolution du modèle économique. Ça, on peut le voir avec beaucoup d'applications, par exemple, on a beaucoup parlé d'Uber, vous le savez bien, mais si on prend Airbnb par exemple, ça peut être intéressant de voir en quoi cette application fait évoluer même la conception de l'intimité et de l'aménagement intérieur. On voit une standardisation de plus en plus forte de l'aménagement intérieur liée à cette pratique-là. Bon, je dis ça simplement en passant. Donc il y a cette idée de réajustement entre finalement nos systèmes sociaux, les systèmes techniques et les systèmes politiques. Alors, dans la résilience, on parle plutôt effectivement d'adaptation, alors que du côté de la résistance, on va plutôt parler de frein. Voilà. Donc, mais dans les deux cas, c'est la même question qui est posée, quoi. Comment on s'adapte, la question de l'adaptation. Et ce qui me semble le point le plus important, je dirais, c'est enfin la question de l'éthique comme caution morale. Voilà. Validation de ses limites, validation de ses évolutions. Donc finalement, il y a une question qui est importante, qui est posée en éthique, c'est une question de légitimation. Plus que de légalité, il y a la question de qu'est-ce qui est légitime. Ça, c'est une question de soft power qui est vraiment importante. Alors, ça fait peser un certain poids sur les espaces éthiques régionaux, sur le CCNE, sur toutes les instances éthiques, qui font de la réflexion éthique, qui sont chargées d'organiser le débat, de se dire qu'on a une fonction de légitimation morale. Et c'est bien ça qu'il faut, à mon sens, questionner, parce que cet espace entre résistance et résilience, il est pour nous assez étroit et inconfortable. Parce que finalement, ça fait peser sur nous le poids d'une vision de l'éthique comme substantielle, c'est-à-dire d'une éthique porteuse d'un poids moral, d'une morale. Et je pense qu'on peut concevoir l'éthique différemment, en tout cas dans le débat public, dans la manière d'aborder le débat public. Alors, est-ce que nous sommes, garants de faire progresser les valeurs et le jugement ? Est-ce qu'on est garant de la vérité, d'une vision du bien ? Peut-être on peut alléger un petit peu ce poids avec Hannah Arendt, qui publie dans Les intellectuels et la responsabilité, un petit texte. Elle nous dit ceci, donc là je la cite. L'idée selon laquelle les intellectuels ont une plus grande responsabilité parce qu'ils en savent davantage que les autres ne fonctionne pas, ou du moins ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Car le fait de disposer de connaissances n'implique pas qu'ils sont capables d'émettre un jugement qui soit meilleur, c'est-à-dire plus unanime que celui des autres. Il s'ensuit que leur responsabilité particulière consiste à exposer les faits qui sont en question, après quoi ils reprennent leur rôle de citoyens appelés à juger comme tous les autres. Alors, pour Hannah Arendt, notre rôle en tant qu'espace éthique, elle nous dirait votre rôle c'est d'informer, de donner les éléments du débat. Après, pour tout ce qui est du jugement, des recommandations, si vous vous exprimez en tant que citoyen. Votre parole, elle n'a pas plus de valeur que celle de n'importe qui dans cette salle. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça nous pose la question de savoir ce que c'est que de l'information dans le domaine de l'éthique. Est-ce que l'information, c'est simplement donner des faits bruts ? Peut-être pas. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir l'information ou comment donner de l'intelligence dans le débat public. Il y a tout d'abord, à mon avis, l'intelligence des choses. Alors, l'intelligence des choses, c'est comment on démêle, comment on discerne, comment on distingue les pratiques les unes des autres. Donc typiquement dans le débat sur la fin de vie, ça va être comment on distingue la sédation approfondie continue du suicide assisté, de l'euthanasie passive, de l'euthanasie active, etc. Il y a beaucoup de distinctions à faire pour comprendre le débat. Alors c'est pas très simple de donner l'intelligence des choses sur des sujets comme des nouvelles pratiques de recherche, comme par exemple l'édition du génome. Parce qu'on voit que beaucoup de ces sujets sont ce que Michel Serres appellerait des objets-mondes. Des objets-mondes, c'est ce qui est diffus. L'objet, normalement, c'est ce qui est posé là, étymologiquement, c'est ce qui est posé là devant moi.
objet. Or, l'objet monde, c'est justement quelque chose comme un nuage qui est beaucoup plus diffus, qui est à l'échelle mondiale et qui a un temps qui dépasse de loin le temps de notre existence. Donc typiquement, lui va citer la pollution des océans. On sait qu'on parle de 7e, 8e, 9e continent, etc. Vous voyez ces nouvelles plaques de plastique là, qui se forment à certains points des océans. Donc lui dit, bah, ça c'est des objets mondes, c'est à l'échelle de la planète entière, et la destruction de ces continents va se produire s'il n'y avait pas de nouvelles matières plastiques qui arriveraient, mais dans une dimension temporelle très 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 longue. Et ça, il cite beaucoup d'exemples comme ça. Il y a aussi la notion d'hyperobjet de Timothy Morton. Donc l'hyperobjet, il a inventé ce concept-là après Michel Serres. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Comment on explique des systèmes qui sont aussi profondément intriqués sur une échelle mondiale et dans une temporalité longue de plusieurs dizaines d'années ou de plusieurs siècles, ou parfois de plusieurs millénaires sur la dégradation de certains objets. Donc c'est pas si facile que ça dans le domaine des biotechnologies ou de la bioéthique de produire cette intelligence des choses. D'autant qu'on peut aussi citer l'idée d'Ulrich Beck dans la société du risque de subpolitique. C'est-à-dire cette idée de subpolitique, vous pourrez vous renseigner sur le sujet, elle consiste à dire qu'il y a un sentiment, et même une réalité, qui consiste à dire que nombre de décisions sont prises finalement dans les cabinets de recherche, dans les équipes de recherche, dans les grandes entreprises, qui vont amener justement à cette disruption, là, à ce désajustement dont je parlais et dont Bernard Stiegler parle, entre les systèmes sociaux et les systèmes techniques, et qui ne sont jamais mis sur le tapis, jamais mis à la discussion au sein de la société. C'est bien pour ça d'ailleurs que les états généraux de la bioéthique ont été créés, et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Mais il y a toujours cette difficulté-là, finalement, à discuter de sujets qui avancent très vite. Et on ne nous demande pas notre avis avant de créer cette technique de l'édition du génome. Et peut-être pour le mieux ou pour le pire, je ne sais pas. En tout cas, ça se discute. Donc il y a cette question-là qui est aussi un frein pour nous en tant que producteurs de débats publics avec des enjeux éthiques. Bon, est-ce qu'on n'arrive pas toujours trop tard, quoi ? Donc voilà, l'intelligence des choses, elle est bien difficile déjà à concevoir. La deuxième, mais cela dit, c'est difficile à concevoir, mais ça serait aussi possible d'imaginer que les instances que j'ai citées, l'agence de biomédecine, puissent s'en charger, ou des scientifiques, ou des équipes de médiation scientifique dans les équipes de recherche, au CNRS, etc. Ça, ce serait tout à fait envisageable. D'ailleurs, ils le font, il y a de plus en plus de médiation scientifique sous forme de vidéos, sous forme d'événements, sous forme de journal. Le journal du CNRS, c'est ça. Voilà. Mais nous, notre spécificité en tant qu'espace éthique, c'est peut-être d'aller un peu plus loin que cette intelligence des choses et de la confronter à l'intelligence des gens. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui sont en jeu ? Quels sont les principes que ces évolutions techniques viennent soit bouleverser, soit déplacer ? Quels sont les nouveaux modes de vie qu'on peut créer autour de ces développements techniques ou médicaux ? C'est bien la question qui a été posée par le CCNE, dans quel monde voulons-nous vivre ? Et là, c'est intéressant parce que finalement, c'est peut-être notre rôle en tant qu'espace éthique d'identifier, et j'y viendrai un peu plus tard, quels sont les points justement de friction, les points sociaux de friction, sur une question particulière, pour qu'ensuite le politique puisse venir répondre à ces points de friction. L'identification des points de friction, l'identification des points de débat. Ce qui posait débat il y a 10 ans, c'est plus ce qui pose débat aujourd'hui, et c'est pas ce qui va poser débat dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, ne serait-ce que ça, c'est ce que j'appelle l'intelligence des gens, quoi. Voilà, c'est ce qui vient de vous, quoi. Les valeurs, comment on s'adapte, ou on ne s'adapte pas, comment on modifie nos modes de vie, ou alors comment nos modes de vie risquent de se modifier ou vont se modifier.
Alors, cette dimension-là, moi, elle me semble profondément centrale. D'autant qu'elle redonne à l'éthique, finalement, son rôle premier. Alors, toujours pour citer Hannah Arendt, dans un livre qu'elle appelle Responsabilité et jugement, et c'est une suite d'articles, ce livre, sans trop de mystère, la responsabilité et le jugement. Et il y a un article plus spécifique sur la responsabilité collective. Et dans cet article, il y a un passage où elle montre la différence qu'elle fait entre morale et éthique. Alors vous allez le voir, j'imagine pendant cette année, il y a beaucoup de conceptualisations différentes de cette différence entre morale et éthique. Pour elle, l'éthique, donc, qui vient du terme ethos, donc d'origine grecque, ethos, les modes de vie, les comportements, voilà, la manière de vivre et d'agir, avait une dimension profondément politique et sociale. C'est-à-dire que c'est la fabrique du citoyen, si on veut, c'est ce on pourrait le dire comme ça aujourd'hui. C'est quels sont les modes de vie du citoyen dans la cité grecque, à Athènes, mode de vie démocratique. Voilà. Alors que la dimension morale, donc l'origine du mot moral, c'est latin, et puis ensuite ça a été réapproprié par le catholicisme, par le christianisme de manière plus générale, alors que la morale a une dimension beaucoup plus individuelle. C'est-à-dire que pour Hannah Arendt, c'est moins horizontal le mode de vie entre les citoyens que le rapport à une entité divine et la volonté de se conformer à cette volonté divine et de conserver une forme de pureté morale en respectant un certain nombre de règles pour soi et pour les autres aussi. Mais c'est-à-dire que pour les autres, de manière secondaire, on le fait déjà dans une logique plus verticale. Et là, quand on parle d'éthique ici, comme réajustement des systèmes sociaux, politiques, économiques, et dans nos manières de vivre, d'ailleurs, au passage, cette question des modes de vie est travaillée par Marc Ouniadi, qui est un philosophe belge, et c'est très intéressant. Tyrannie des modes de vie, je vous conseille de le lire. Sur les questions techniques, et cette question des modes de vie traverse vraiment sa pensée de manière un peu transversale. Donc voilà, pour reprendre mon raisonnement, donc il y a cette dimension-là d'éthique au sens de mode de vie qui avait un petit peu disparu, qui avait eu tendance à disparaître au sens grec vraiment, et qui aujourd'hui revient en force dans ce réajustement dont je vous parlais. Alors, plusieurs conceptions de l'éthique pour justement concevoir l'éthique comme une forme d'intelligence des gens. Alors, à mon sens, il y a 3 formes d'éthique, il y en aurait même 4, mais on en a déjà écarté une. C'est l'éthique substantielle comme porteuse d'une vision du bien. Celle-là, on l'a écartée parce qu'en tant qu'espace éthique régional, on n'est pas là pour prêcher la bonne parole sur une vision du bien ou une autre, sachant qu'on vit dans une société où il y a une pluralité des valeurs en jeu et il s'agit justement de les faire dialoguer. Donc, outre cette éthique substantielle, cette éthique épaisse, on pourrait dire, il y a 3 éthiques, 3 types de manières d'utiliser la pratique de la réflexion éthique dans le débat public. La première, je serais tenté de dire que ça relève davantage de la consultation, de l'éthique, d'une éthique experte, de l'expertise, consiste à organiser des événements ou des conférences sous la forme finalement d'une méthode de consultation afin de cartographier les valeurs et les arguments mobilisés par les citoyens ou les différents acteurs concernés sur une question posée. Voilà. Donc ça, on est parfois amené finalement à faire ça. Si on regarde, c'est un petit peu la manière dont on a procédé. On verra que ça relève d'une logique un petit peu différente, mais on pourrait dire qu'on a procédé comme ça pour faire la cartographie des enjeux éthiques sur l'édition du génome. Vous le verrez dans le numéro 1 de la collection Débat public. Voilà. Il y a une cartographie. Comment la question se pose pour les citoyens et plus précisément pour les lycéens. Voilà. Quelles sont les questions qui se posent ? Voilà. On peut mettre ça sous forme de cartographie.
Simplement, ça a une dimension finalement assez limitée parce que ça a une dimension individuelle. Les personnes peuvent se mettre au clair sur une question, réfléchir, tiens, moi, quel est mon point de vue. Et puis, plus collectivement, on peut utiliser ces apports des participants, des citoyens, des personnes qui sont concernées à divers titres, pour faire un rapport, pour identifier les questions, les enjeux, les freins, les blocages, etc. Mais ça relève toujours de cette idée finalement de l'expertise et à la fin on va utiliser les matériaux que les personnes ont fournis pour concevoir une loi, mettre en place des actions, mais finalement on n'aborde pas les rivages de la concertation, du dialogue, de l'idée d'une éthique plus habermasienne. Et c'est justement le second point. Cette éthique finalement qui relève davantage de la méthode de concertation publique. Donc la première éthique c'est plutôt de la consultation, la deuxième c'est plutôt de la concertation. Donc cette méthode consiste, alors là elle est complètement inspirée de l'éthique de la discussion du philosophe Habermas, voilà, qui a travaillé sur cette question toute sa vie. Et qui le fait encore. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont vous en parler, parce que c'est un courant vraiment très important de l'éthique contemporaine. Donc cette éthique de la discussion consiste à dire que finalement il y a une pluralité du bien, des visions du bien, et que cette pluralité des visions du bien, il faut faire dialoguer ces différentes visions du bien et trouver dans l'idée du consensus le point commun minimal possible entre toutes ces visions du bien, voilà, pour aboutir à une vision non pas du bien mais du juste. Donc le juste, alors là je parle sous le contrôle de Paul Louveil-Dubuc qui connaît très très bien ces théories et qui vous les expliquera probablement pendant l'année. Le juste se différencie du bien parce que justement c'est le point de rencontre entre des personnes qui peuvent avoir différentes visions de ce que c'est que le bien, qui sont les formes d'éthique substantielle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant de faire dialoguer les personnes, d'essayer d'arriver à un consensus ou d'arriver, en tout cas, à produire cet échange. Mais il se trouve que quand on organise un débat public, nous, on n'aboutit pas à une décision. Voilà. On pourrait imaginer, dans cette perspective-là, qu'on aboutisse à des recommandations ou à des préconisations. Mais ensuite, qui va les prendre en compte, ces recommandations et ces préconisations ? C'est là qu'il y a un souci. C'est-à-dire, derrière, il faut que le politique s'en empare. Or, nous, notre rôle, c'est pas du tout de faire du lobbying, ou c'est absolument pas de s'emparer de ces recommandations et d'aller les porter partout pour que ça soit pris en compte dans la loi, etc. Donc, c'est là qu'il y a une difficulté, parce que les personnes qui participent, s'il y a un flou sur ce sujet, et nous, on fait tout pour dissiper ce flou, alors ça signifie que les personnes qui participent à nos concertations pourraient nous reprocher « Ah, mais ce qu'on fait ici, ça sert absolument à rien. Nous, on est venu donner notre avis pour que notre avis figure en toutes lettres dans la loi, et c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous nous avez floués, vous nous avez trompés. » Voilà. Il y a certaines réactions pendant les états généraux de la bioéthique qui pouvaient être de cet ordre-là. Or, effectivement, nous, on était très clairs, c'est pas notre rôle, puisqu'on n'est pas une agence de lobbying, finalement. Et c'est pourquoi, à mon avis, pour répondre à ces deux difficultés, la difficulté de l'éthique de la consultation et de l'éthique de l'expertise, et la difficulté, enfin les contre-arguments qui naissent d'une éthique plus consensuelle, du dialogue ou de la concertation, qu'on aurait plutôt tendance à concevoir l'éthique comme une forme de médiation et de construction en vue du débat public et politique. Parce que finalement, que ça soit l'éthique substantielle, de la morale, l'expertise ou l'éthique consensuelle, elles partagent un point commun qui est le rapport au politique. Et c'est leur aporie aussi, c'est leur impasse, c'est le rapport entre l'éthique et politique.
Parce que ces trois visions de l'éthique se mettent au service du politique. Alors elles se retrouvent donc enfermées dans des alternatives proprement politiques, entre consensus et dissensus, consultation et référendum, ou encore démocratie directe et indirecte, puisque finalement l'expertise serait plutôt une logique de démocratie représentative, alors que la consultation serait plutôt une démocratie plus directe. Donc à mon avis, il faut faire en sorte que l'éthique échappe un peu à ces alternatives-là, qui ne nous concernent en réalité pas beaucoup, même si on est dans une logique évidemment participative, peut-être de démocratie participative, ça c'est certain. Alors, à quoi peut servir l'éthique ? D'abord, l'éthique comme médiation peut servir à bien poser les questions, à bien identifier les enjeux, soit dans une logique ponctuelle, soit dans une logique beaucoup plus suivie. Et donc là, identifier les enjeux, identifier les questions, c'est finalement préparer le terrain de la confrontation dans une logique maussienne. Donc Mauss, le sociologue du début du XXe siècle, disait s'affronter sans se massacrer. Alors ça, c'est la démocratie. S'affronter sans se massacrer sur un terrain politique partagé. Et finalement, peut-être que notre rôle en tant qu'espace éthique, en tant que porteur de cette réflexion éthique, de cette méthode de réflexion éthique, on a pour objectif de préparer le terrain, de l'aplanir. Alors l'aplanir, justement, ça ne veut pas du tout dire trouver le consensus, mais c'est bien placer les dissensus, les expliquer, les éclairer, les identifier. Typiquement, par exemple, sur la question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes célibataires, il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de ça, en termes d'éthique. Et l'une des questions, ça allait être, par exemple, la question de la médicalisation de la procréation. Voilà. Et autour de la médicalisation de la procréation, c'est est-ce qu'une femme qui ne peut pas faire d'enfant est malade ? Et à partir de la réponse à cette question, est-ce qu'une femme qui ne peut pas faire d'enfant est considérée comme malade, est-ce qu'on considère ça comme une maladie ? Et bien vous allez avoir des visions du rôle de la médecine, des visions du rôle de la médecine dans la société qui vont être très différentes. Alors d'abord, on peut dire qu'on a eu des témoignages, le fait de dire une femme infertile ou un homme infertile, c'est une maladie, ça a permis de développer justement cette possibilité de la procréation médicalement assistée, et donc ça a été finalement favorable. Mais pour l'ouverture finalement de la PMA à d'autres situations, comme les femmes célibataires ou les femmes en couple, ben, si on dit mais une femme qui est infertile, c'est pas une femme malade en fait, ben, peut-être que ça va ouvrir d'autres possibilités et on va concevoir ces pratiques médicales non plus comme du médical, c'est-à-dire du soin pour un retour à l'état normal au sens de Jérôme Joffet quand il distingue le médical de l'anthropotechnie, mais plutôt le développement de possibilités qui étaient inexistantes jusque-là. Donc Jérôme Joffet, lui, distingue le médical de l'anthropotechnie. Donc anthropotechnie, c'est anthropos, et technie, c'est la technique. Donc c'est les techniques de modification de l'humain. Donc après, on peut contester cette frontière-là, justement. Hein, c'est ça qui est intéressant dans les discussions éthiques, précisément. Mais on peut justement différencier le médical, donc pour Jérôme Joffet, le passage d'un état normal, enfin le retour à un état normal, même si ce n'est pas le même état normal que celui d'avant la maladie, voilà, et l'anthropotechnie qui consiste à développer des possibilités qui étaient impossibles au corps humain jusque-là. Donc par exemple pour une femme infertile, on pourrait dire que la PMA relève de l'anthropotechnie. Encore une fois, c'est une question qui se discute. Mais vous voyez le type d'enjeu auquel on peut arriver dans un débat public. De la même façon, vous verrez sur la cartographie, sur l'édition du génome, il y a cette question aussi de l'anthropotechnie. C'est est-ce que l'édition du génome doit se limiter à un usage médical ou si on peut l'utiliser aussi pour un usage d'agrément, est-ce qu'on le fait ?
parce que dans le fond, voilà, quelle est la frontière entre le médical et l'amélioration de l'humain? Cette frontière, elle n'est pas forcément très claire. Enfin, c'est une question qui se pose aussi dans ce débat. Le deuxième point, et ensuite je vais conclure assez rapidement, c'est créer un écosystème favorable au débat. Et c'est précisément là où je voulais en venir, et ça sera du coup ma conclusion, c'est que l'éthique, elle est difficilement détachable du politique si on la conçoit comme la réflexion sur les modes de vie, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, qui nous permettent de nous réajuster juste par rapport aux disruptions techniques ou économiques. Mais c'est difficile donc de la séparer du politique. Mais je pense que quand on est dans le débat public en tant qu'institution, qui doit développer cette culture de la réflexion éthique, on doit concevoir notre action comme pré-politique, c'est-à-dire la préparation du terrain pour qu'une discussion politique acharnée, mais où on s'affronte sans se massacrer, puisse avoir lieu par la suite, que ça soit à l'Assemblée nationale, au sein des associations, dans toutes les arènes politiques possibles, même chez soi, dans les médias, etc. Mais il y a déjà un travail qui est un travail de fond à faire, qui est un travail d'élaboration du débat. Parce qu'après, on entend sur les plateaux de télévision des confusions entre tout et n'importe quoi, on ne sait même plus de quoi on parle. Et ça, finalement, c'est plutôt négatif. C'est un aspect très de confusion, quoi. Comment donner son avis quand le sujet en lui-même n'est pas clair, quand l'identification des enjeux n'a pas été faite en amont. Et à mon avis, là où on peut vraiment avoir un rôle, c'est dans la préparation d'un débat. Imaginez sur la fin de vie, et puis après je vais vraiment m'arrêter là, mais imaginez sur la question de la fin de vie, si on fait un référendum demain sur la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, quel va être l'état du débat public sur cette question, quoi. Et là où on a un rôle à jouer en tant qu'espace éthique, je pense, sur cette question de la fin de vie, par exemple, c'est vraiment de clarifier les enjeux du débat, et ensuite, libre à chacun de se faire son avis, d'élaborer ses arguments à partir de là, et d'adopter sa vision du bien, ou son opinion, voilà, sur un sujet. Voilà, donc j'ouvre la discussion là-dessus précisément. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Sébastien, désolé de t'avoir un petit peu pressé à la fin. Peut-être une remarque qui pourrait être une question si tu as envie que ce soit une question, mais qui pourrait être simplement une remarque. Il me semble qu'il y a une chose dont tu parles peu dans ton intervention, c'est la valeur intrinsèque du débat, c'est-à-dire que le débat puisse avoir par lui-même des effets sur les gens, au-delà du fait qu'il a un moyen aussi pour éclairer, pour la décision politique, etc. Il me semble que le débat, faire discuter les gens, ça les permet aussi de sortir de leur point de vue, de s'identifier à d'autres. C'est aussi pour ça que je pense que par exemple les fictions ou le cinéma ou toutes sortes de fictions peuvent être assez utiles à ce niveau-là pour initier des débats. Donc je ne sais pas ce que tu penses de ça. Donc la fonction vraiment, le fait que le débat ait une valeur par lui-même, peut-être presque une fin en soi. Et puis, il y a quelque chose dans ton intervention qui m'a intéressé, c'est quand tu as parlé de l'infertilité. Est-ce que l'infertilité est une maladie? Et ça, j'ai trouvé que c'était une question intéressante, parce que ce que ça veut dire, c'est que le débat ne consiste pas seulement à trancher à partir de valeurs divergentes, il consiste aussi à se mettre d'accord sur la réalité, de quoi on parle. Alors il y a un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre qui s'appelle De la critique en 2009, et il parle de l'affaire Vincent Humbert, que vous connaissez aussi peut-être, en ces termes, c'est-à-dire que le cœur de l'affaire de Vincent Humbert était de savoir s'il s'agissait ou non
d'un homicide, c'est-à-dire si la maman de Vincent Imbert avait été au fond une criminelle en participant à l'euthanasie de son fils. Et donc là, le débat portait vraiment sur de quoi il s'agit, sur la réalité. Voilà. Donc une part du débat consiste quand même à se mettre d'accord sur la réalité. Voilà, c'était mes 2 remarques. Je ne sais pas si tu veux réagir et s'il y a des questions dans la salle. Je veux bien réagir sur tes points très rapidement, du coup. Effectivement, si le débat est une fin en soi, c'est en grande partie pour se mettre d'accord justement sur la réalité ou notre manière de concevoir les choses. Bon, voilà, c'est ce qui est difficile d'ailleurs aujourd'hui, ce consensus sur la réalité, c'est une des difficultés d'ailleurs qu'on connaît aujourd'hui, difficultés très contemporaines. Ensuite, sur les bienfaits du débat, oui, effectivement, c'était dans le... Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais c'était dans l'écosystème, créer un écosystème favorable. Il y a effectivement le fait que quand on fait du débat public, en utilisant les outils de la réflexion éthique, on n'est pas uniquement dans la diffusion du savoir ou l'identification d'enjeux. Les gens viennent pas avec leurs idées, enfin les gens viennent avec leurs idées préconçues, mais ce qui se passe pendant nos débats, c'est qu'il y a une élaboration collective des savoirs. Donc en fait, on découvre des choses vraiment pendant les débats. Et notamment avec les scolaires, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une élaboration de savoir, c'est-à-dire on n'arrive pas avec des savoirs préexistants qu'on diffuse comme ça, mais justement cette élaboration de savoir et de savoir-faire parfois, elle se produit souvent sur la manière de concevoir la réalité des choses, sur les points de blocage, parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent en se disant moi, franchement, je suis contre pour telle et telle raison, puis qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas vraiment fondé, parce que ce qu'ils imaginaient, l'intervenante précédente a dit que l'imagination en éthique, elle comptait beaucoup, et c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils imaginaient, c'est pas exactement comme ça que ça se passe sur le terrain, et donc du coup, ils déplacent légèrement leurs frontières. Enfin, du coup, c'est intéressant, cette élaboration, il y a une élaboration collective de savoir, je pense, pendant ces débats. Dire pour prolonger que l'idée qu'il y aurait d'abord les faits sur lesquels qu'on pourrait tous constater et qu'ensuite le débat il porterait que sur les valeurs est une idée en partie fausse. C'est-à-dire qu'en fait il y a aussi une élaboration d'une compréhension des faits qui est collective. Donc là on rejoint encore le pragmatisme pour ceux qui connaissent. J'ai vu qu'il y avait une remarque ou une question. Oui, bonjour. J'avais une question à propos de la neutralité de l'éthique dans ces débats publics. Est-ce qu'on peut vraiment être neutre même quand on aplanit le terrain pour pouvoir discuter de sujets de bioéthique? Est-ce que l'éthique n'a pas déjà une idée ou une orientation? L'éthique, elle a une orientation dans ses présupposés. C'est-à-dire le fait que justement, et ça ne va pas du tout de soi de dire qu'il y a des ajustements entre les systèmes techniques, les systèmes sociaux et les systèmes économiques. Déjà, ça c'est un présupposé qui est le présupposé de l'éthique. Voilà, il va falloir discuter de ça. Certains entrepreneurs, je ne sais pas si par exemple Elon Musk ou Bill Gates ou des gens comme ça partiraient de ce constat. Certainement pas. Et donc à partir de là, on part du principe aussi qu'on remet en question le solutionnisme technologique, que tout ne vient pas de la technologie, que toutes les solutions en tout cas ne seront pas technologiques, mais qu'elles seront aussi humaines, environnementales. Ça c'est aussi un présupposé de l'éthique. Donc effectivement on arrive déjà avec ça. Donc ça c'est sûr que c'est déjà substantiel. Hein, mais ensuite, nous, chaque personne en fait ici, à une conception du bien, à des conceptions morales, etc. Mais ensuite, l'enjeu de l'éthique, c'est justement de les confronter. Nous, c'est pas de diffuser telle et telle vision du bien ou telle vision morale. Mais c'est vrai que faire de l'éthique, c'est déjà lourd de sens. Ça a déjà une signification en soi. Alors, on a le temps juste pour une remarque ou une question. Après, on devra passer à la... Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question. En fait, vous avez l'air du coup de dire que pour vous,
c'est surtout le débat qui est intéressant et le fait de justement d'aplanir et que tout le monde se mette d'accord sur déjà les concepts et les choses. Mais c'est vrai que du coup, en tant que personne un peu naïve de l'éthique et qui découvre complètement, en fait, quand on est en dehors de ce monde-là, ce qu'on entend beaucoup, c'est les avis du CCNE, les recommandations, ce genre de choses. Et on ne se rend pas compte justement que le plus important, c'est le débat. Et donc, est-ce que ces recommandations, leur existence même, ne vient pas un petit peu, pas contredire, mais ne font pas entendre la voix l'importance du débat justement dans la prise de décision, etc. C'est une question très intéressante à laquelle je dois répondre très vite. Donc, effectivement, il y a vous le verrez, différentes théories de l'éthique, différentes conceptions de l'éthique, différents types d'institutionnalisation de l'éthique. Et donc, chacun a sa réponse sur la manière dont on utilise la réflexion éthique ou dont on conçoit la réflexion éthique. Mais c'est vrai que réfléchir sur le débat public, c'est réfléchir à une conception spécifique de l'éthique. Et après, effectivement, vous pourrez parler avec Fabrice Gzil, qui est aussi au CCNE. Il y a une place qui est accordée au débat dans l'élaboration des rapports. Mais effectivement, après, il y a des pistes de réflexion qui sont proposées. Et donc, mais c'est intéressant justement, mais on pourrait aussi concevoir les rapports, et c'est comme ça que Jean-François Delfrécy conçoit par exemple son rapport sur la fin de vie, comme un premier état des lieux, une réflexion pour laisser ensuite place au débat public. Le rapport du CCNE, c'est pas une recommandation pour dire, c'est pas une rédaction, c'est pas un projet de loi, quoi, si vous voulez. Et sinon, un député fait un projet de loi et passe ça à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une invitation aussi à prolonger la discussion et à partager des arguments. Donc finalement, on peut concevoir ça aussi comme une manière, comme une autre, de partager des arguments, de les élaborer collectivement et ensuite de les discuter. Alors, en tout cas, c'est ce qui va se passer pour la concertation sur la fin de vie. Ça va être une discussion autour de ces sujets à partir de là. Merci beaucoup Sébastien, on peut l'applaudir.